président de l'Université Qadr, chère assistante, Monsieur le président de l'Université Qadr, Monsieur le doyen de la faculté des sciences Smellia, Monsieur le représentant de l'Université Grand Bassam Côte d'Ivoire, Monsieur le président du Centre de développement de la région de Tensift, honorables invités, soyez les bienvenus à la 3e édition de l'Université des jeunes africains de la société civile sous le thème Résilience alimentaire, sanitaire et énergétique pour l'Afrique. Au nom du comité d'organisation, je voudrais vous réitérer nos sincères remerciements pour votre présence, marque de votre intérêt et de votre engagement pour notre université. Merci pour votre soutien à ce grand rendez-vous. C'est aussi l'occasion pour nous de témoigner notre profonde gratitude à nos partenaires pour avoir cru en nous et d'avoir manifesté en leur engagement sans faille à nos côtés. Je cite le Conseil de la ville de Marrakech, l'Université Qadr et la Fondation Friedrich Naumann. Grâce à leur soutien et aux efforts, nous sommes réunis aujourd'hui autour des 3 piliers alimentation, santé et énergie que nous jugeons sont les fondements de développement pour l'Afrique. Pour les débattre, nous avons fait appel à des éminents experts du Canada, du Maroc et du reste de l'Afrique. Ils ont tous répondu présent et nous les remercions chaleureusement pour bien vouloir venir partager leur expérience avec les jeunes africains. En effet, instaurer un échange entre les jeunes et les experts de l'Afrique est bien l'essence de notre université. Nous restons convaincus que c'est par ce genre d'événement où tous les acteurs se retrouvent que nous parviendrons ensemble au développement. Enfin, je voudrais également saisir cette opportunité pour dire merci aux membres du comité d'organisation qui, en dépit de leurs tâches quotidiennes, ont consenti d'énormes efforts, et cela dans le bénévolat, pour réussir cette université. Mesdames et messieurs, je vous souhaite un riche et fructueux débat. Et vive l'Afrique! Je passe maintenant la parole à Monsieur le Président de l'Université Qadr pour son mot d'ouverture. Monsieur le Président. Monsieur le ministre, professeur Abdassak, Monsieur le président du CDRT, Monsieur le représentant de l'Université du Grand Bassam en Côte d'Ivoire, Monsieur les doyens, le doyen de la commission, Monsieur le doyen des doyens, c'est Maurice, chers collègues, chers professeurs, chers étudiants et étudiantes, mesdames et messieurs, honorables assistants, chacun en son nom, grade et qualité et le respect qui lui est dû. C'est un immense plaisir que l'Université Qadr prend part à la 3e édition de l'Université des jeunes leaders de la société civile africaine, sous le thème Résilience alimentaire, sanitaire et énergétique de l'Afrique. Je saisis cette occasion pour remercier le Centre de développement de la région de Tensift, la Fondation Friedrich Naumann, la région de Marrakech-Safi, en partenariat avec l'Université Qadr, d'avoir organisé cette grande manifestation scientifique pour remercier les intervenants et les participants ici. Je me réjouis de constater que ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est notre africanité et notre appartenance à un environnement spatial et socio-économique commun, ainsi que notre volonté, en tant que pays africain, de construire les soubassements solides d'une coopération sud-sud solidaire, mutuellement bénéfique
dans le respect et l'équité. Notre dynamique d'aujourd'hui n'est qu'une suite logique à des dynamiques politiques, économiques et socioculturelles qui ont été mises en place pour concrétiser une ambition de construire des bases solides d'une intelligence collective africaine. Le 21 mars 2018 à Kigali, 44 États membres de l'Union africaine ont signé l'accord portant sur la création de la zone de libre-échange continentale africaine. Il s'agit là d'un parmi plusieurs exemples qui illustrent une forte volonté de rapprochement et de collaboration. Les actions qui en découlent ont pour vocation de renforcer les relations économiques et culturelles de nos pays africains. Lors du discours présenté par Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, à l'occasion de cette rencontre, Sa Majesté a souligné l'importance de l'ancrage africain. Ainsi, il a dit, que Dieu l'assiste, je le cite, « Nous avons pu constater la nécessité impérieuse d'une communauté africaine soudée et ambitieuse. À ce titre, le retour du Maroc au sein de sa famille institutionnelle traduit avec force cette détermination fédératrice, de même que notre attachement indéfectible à la cohérence, à l'unité, à l'intégrité territoriale et à la solidarité africaine. » Fin de citation. La volonté des pays africains de construire des relations solides et des coopérations sud-sud fortes et solidaires n'est plus à démontrer. Le Maroc, ainsi que toutes ses parties prenantes, ne sont pas en reste. Il n'y a qu'à voir les efforts investis par le CDRT et la région de Marrakech dans la mise en place, à titre juste d'exemple récent de cette manifestation. L'institution marocaine de l'enseignement supérieur, à son tour, a un grand rôle à jouer dans les relations sud-sud, des relations qui ne peuvent se consolider que par des échanges d'expériences, surtout concernant les problématiques prioritaires de notre continent, à l'instar des thématiques soulevées aujourd'hui, à savoir la résilience alimentaire, sanitaire et énergétique de l'Afrique. La prise de conscience de la nécessité d'un travail intra-universitaire, intra-africain, demande avec insistance la création de dynamiques régionales qui visent entre autres à l'harmonisation des systèmes d'enseignement supérieur. La convention révisée sur la reconnaissance des études et des certificats, diplômes, grades et autres titres de l'enseignement supérieur dans les États d'Afrique à Addis Abeba le 12 décembre 2014, ou alors le sommet sur l'enseignement supérieur en Afrique à Dakar en 2015, qui tente de revitaliser l'enseignement supérieur en Afrique, facilite la création d'un écosystème universitaire africain. Cette rencontre, à l'instar des précédentes éditions, sera l'occasion de collaboration intracontinentale et multilatérale, une occasion d'échanger des visions, des résultats de recherche et des expériences. Il sera également l'occasion d'engager une réelle réflexion sur la question de la résilience alimentaire, sanitaire et énergétique de l'Afrique, et ce, à travers des interventions, des workshops, des conférences, des débats, des activités riches et ambitieuses auxquelles je souhaite réussite et aboutissement favorable. Je remercie le comité d'organisation pour les efforts déployés dans la mise en place de cet événement important et souhaite à toutes et à tous le plus grand succès pour vos travaux. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, pour ce mot qui cadre très bien les objectifs de votre université. Sans tarder, je passe la parole à Monsieur le doyen de la Faculté de Sciences pour son mot d'ouverture. Bonjour à tous. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le directeur du Centre
du développement de la région principe, Monsieur Sehmet, représentant de l'Université de Grand Bassin, Messieurs les doyens, présents aujourd'hui parmi nous ce matin, Mesdames et Messieurs, bonjour à vous. Monsieur le Président a évoqué les grandes orientations de notre université. Et pour ma part, en tant qu'un établissement de notre université qadarienne, je vais vous parler de ce qu'on fait et ce qu'on peut faire pour le développement de nos étudiants et également des étudiants africains qui sont parmi nous dans la faculté. La Fondation Ismaïlia accorde un intérêt très particulier au renforcement des compétences des jeunes et à leur épanouissement culturel avec l'objectif principal une insertion fluide et facile dans la vie active et le monde socio-économique. Ainsi, et pour atteindre cet objectif très noble, notre faculté organise annuellement plusieurs activités qui constituent un espace de dialogue et de concertation. Et je citerai par exemple, à titre d'exemple, on a instauré ce qu'on appelle le FSSM Talk, qui assure un échange scientifique entre les experts et les étudiants. Également, conférences séries qui sont des conférences dédiées aux étudiants. Et également, chaque année, on organise la semaine scientifique organisée par et pour les étudiants. De même, nous abritons au sein de notre établissement plus de 13 clubs divers qui traitent des domaines de l'environnement, de l'astronomie, de la santé, le sport, la communication, les IT clubs, les médias clubs, et également donc tous les clubs, tous ces clubs-là sont portés par des étudiants marocains, mais également des étudiants étrangers d'autres pays africains, avec une orientation vers une collaboration avec d'autres étudiants, d'autres établissements et d'autres pays. À travers toutes les actions que nous menons et que nous soutenons, nous cherchons à impliquer nos jeunes pour le développement de leur personnalité. C'est aussi des occasions qui permettent à l'université et à notre faculté de consolider ses rapports avec ses étudiants et de développer chez eux un esprit d'appartenance favorable pour l'université, mais également pour les futurs dirigeants qui sont nos étudiants et qui portent des valeurs de citoyenneté. Dans cet esprit positif, je félicite le Centre de développement de la jeunesse pour l'organisation de cette 3e université des jeunes leaders de la société civile africaine, à laquelle je souhaite une réussite comme les 2 premières éditions. La thématique choisie, résilience énergétique, alimentaire et sanitaire pour l'Afrique, quel rôle pour la société civile, concorde parfaitement avec les événements qui secouent actuellement notre continent et le monde entier. Encore, merci de m'avoir invité parmi vous, en tant que partenaire de cet événement, et merci et bonne continuation à cette activité. Merci à vous. Merci, Monsieur le doyen, notre fidèle partenaire. Alors, venu du Côte d'Ivoire, applaudissez avec moi le représentant du président du Grand Bassin. Merci. Merci, madame. Je m'appelle Ahmed Gourouri. Je suis prévôt et vice-président à l'Université internationale du Grand Bassin. C'est pour moi un réel plaisir et un honneur de prendre la parole au nom de mon président, le professeur Salih Touré. C'est un Africain de cœur et qui œuvre toujours à 85 ans pour l'intégration de l'Afrique. Et aujourd'hui, le professeur Salih Touré aurait aimé être parmi nous. Malheureusement, il a eu un empêchement de dernière minute. Il m'a chargé de vous transmettre ses regrets et ses salutations. Le professeur Salih Touré, aujourd'hui, en rigolant, mais c'est devenu quelque chose qu'il a dit dans des réunions officielles, est un Marocain avec un passeport ivoirien. Il a d'ailleurs construit une maison marocaine à Abidjan, avec le zélige facile, le salon marocain, c'est-à-dire la table, etc. Donc, vraiment, il aurait aimé être ici.
profite de cette occasion pour remercier très chaleureusement mon ami Sermet Cherouni et à travers lui le CDRT pour nous avoir invités à cette importante réunion internationale. Le thème de ce colloque, qui est résilience énergétique, alimentaire et sanitaire pour l'Afrique, quel rôle pour la société civile, et d'actualité, étant donné l'importance que notre continent est en train de prendre dans le monde d'aujourd'hui. Cette importance passe nécessairement par la formation des jeunes et des leaders africains de demain. De ce fait, le rôle de la formation pour assurer une indépendance énergétique, alimentaire et sanitaire des pays africains dans le processus d'un développement durable est primordial. L'Afrique est un immense continent. Il y a une carte que vous avez certainement vue où on peut insérer sur le sol du continent africain les États-Unis, la Chine, toute l'Europe, etc. C'est un continent immense et également riche en ressources naturelles. Mais je dirais que sa plus grande richesse, c'est son capital humain. C'est un continent jeune, l'âge médian est à peu près 20 ans, alors que c'est 42 ailleurs, aux États-Unis, en Europe, etc. Et donc, cette jeunesse constitue une grande opportunité pour l'Afrique si on s'en occupe bien, si on les forme bien. Autrement, c'est une menace et on voit très bien que dans beaucoup de pays, il y a des problèmes à cause du chômage des jeunes et de manque d'opportunités pour leur développement. Et l'Afrique aujourd'hui est confrontée à plusieurs défis. Ceux en lien avec ce thème, le thème de cette université, ont été exacerbés par plusieurs phénomènes exogènes à l'Afrique, tels que les changements climatiques. Il n'y a que 3% des émissions des gaz à effet de serre qui émanent de ce continent. La pandémie de la Covid-19, il n'a pas commencé ici. Et puis la guerre aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Pour relever ces défis, l'Afrique doit déployer des actions pertinentes et vigoureuses pour créer une masse critique de compétences humaines dans tous les domaines. Pour accroître sa chance de succès dans la société, la jeunesse africaine a donc besoin d'être bien formée. À ce propos, je voudrais féliciter et remercier mes amis du CDRT et leurs partenaires, en particulier mon université, l'Université Qadéia de Marrakech, et ma faculté des sciences, Smlalia, et leurs partenaires pour cette initiative qui contribue à la formation des jeunes leaders africains. Chaque pays est maître de son avenir, en particulier lorsqu'il s'agit de renforcer la résilience énergétique, alimentaire et sanitaire. Cependant, il est évident que les nations africaines sont plus fortes lorsqu'elles travaillent ensemble. Il appartient à nous d'identifier, de développer et en fin de compte de trouver des partenaires disposant d'une expérience et des connaissances suffisantes pour mettre en œuvre des solutions de production et de gestion durable de nos produits de base. J'invite donc les jeunes africains à se constituer en réseau pour mettre la main dans la main et travailler ensemble. L'Afrique doit affirmer son droit à l'autonomie et décider comment construire des systèmes alimentaires, énergétiques et sanitaires durables qui répondent à ses propres besoins. Il doit identifier et ne pas donner la priorité à l'exportation des matières premières et surtout l'exportation des cerveaux. Parce qu'on voit voir ce que l'immigration nous fait. Il doit identifier les défis énergétiques stratégiques du développement de sa résilience énergétique, alimentaire et sanitaire et les relever selon ses propres termes. Convaincu que la jeunesse africaine est un facteur déterminant dans notre avenir, nous pensons que c'est en investissant massivement dans sa formation et son leadership que nous pouvons asseoir les fondements d'un développement durable dans la paix, la sécurité et la stabilité. Ces jeunes leaders pourront ainsi bâtir l'Afrique dont nous souhaitons ardemment l'avènement, une Afrique qui aura un rôle plus actif
et plus agissant, une Afrique qui refusera de continuer à tendre la main et qui sera capable d'apporter au reste du monde autant, sinon plus, qu'il en reçoit. Je souhaite plein succès aux travaux de cette université et je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur le Vice-président, pour ce mot très encourageant. Alors, je passe maintenant la parole à la présidente de Santé, la représentante de Santé Sud, pour son mot d'ouverture. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici. Nous sommes ravis de participer à cette matinée d'ouverture. Au nom de Santé Sud, nous remercions chaleureusement le CDRT pour cette invitation. Je vais présenter les actions de Santé Sud, qui est du coup une ONG internationale qui a été créée en 1984 à Marseille en France et qui du coup déploie des projets de solidarité internationale dans le monde. Cette association, elle a été créée par les professionnels décidés à combattre durablement les inégalités dans l'accès aux soins. C'est une association qui est engagée pour le droit à la santé pour toutes et tous. Au travers de nos projets, nous essayons d'agir sans remplacer et en renforçant les capacités de nos partenaires pour que chacun ait accès à des soins de qualité. Notre méthodologie d'intervention grâce à nos projets adopte une méthode intégrée avec des interventions adaptées et efficaces pour répondre aux besoins des bénéficiaires de nos projets. Nous débutons nos projets toujours par des diagnostics complets sur le terrain pour ensuite mettre dans un second temps en place des actions pérennes menées pour et avec les acteurs locaux en essayant de rechercher bien sûr un impact durable et réplicable. Médicalisation des zones rurales, un programme santé, droits sexuels et reproductifs et égalité de genre, et enfin un programme lutte contre les maladies prioritaires. Actuellement, nous avons 22 programmes en cours de mise en œuvre dans 9 pays, dans 8 pays d'Afrique, qui sont la Tunisie, la Mauritanie, le Mali, le Bénin, la Guinée, le Burkina Faso, Madagascar, le Maroc. Et ensuite, nous avons aussi des programmes en cours de déploiement à Mayotte. L'impact de nos programmes en 2021, nous avons eu près de 6 000 professionnels qui ont vu leurs compétences renforcées. Et pour déployer ces projets, nous avons en tout 100 salariés, dont 88% qui sont sur le terrain. Voilà pour les grandes actions de Santé Sud. Et ensuite, là, actuellement, nous sommes en mission avec ma collègue à Marrakech, notamment pour la conception d'un nouveau projet en partenariat avec le CDRT, dont nous espérons qu'il verra le jour durant l'année 2023. Ce projet aborde la thématique de la détection précoce des troubles du développement pour les petits-enfants, notamment en milieu préscolaire. Nous avons pour objectif de travailler sur le renforcement de capacité des professionnels qui travaillent dans 15 classes de préscolaire en zone rurale sur 2 régions, dans la région de Marrakech-Tapi et dans la région Souss-Massa. Notre projet vise du renforcement de capacité des éducatrices, de la sensibilisation à base communautaire auprès des parents. Et ensuite, on essaiera de travailler sur l'amélioration de la prise en charge de ces enfants. Et enfin, une mise en réseau entre les acteurs des 2 régions et notamment un autre pays pour lequel ce projet est aussi pensé, qui est la Tunisie. En espérant que tous ces projets se concrétisent. Merci pour l'accueil et on vous souhaite une bonne continuation pour cette année. Merci Madame. Alors je passe la parole enfin à Monsieur le Président du Centre de développement de Marrakech. Vous allez faire Bonjour tout le monde. D'abord, je
vous remercie pour votre participation, surtout ceux qui sont venus du Sénégal, du Guinée, de Côte d'Ivoire. Je remercie Monsieur le Président pour son soutien de l'Université, Monsieur le Doyen, Sermet de l'Université de Saint, que j'ai visité. Ce n'est pas par hasard que ces gens sont là, parce qu'ils ont la fibre associative. Certes, la SAF, le ministre, les militants, merci, vous étiez toujours présents, nos collègues, les associations, les professeurs de l'université, qui, certains même après leur départ, ils sont encore rayonnants. C'est grâce à notre université. Bon, donc après le succès des 2 premières universités africaines des jeunes leaders de la société civile, avec la participation de plus de 100 jeunes provenant de plus de 20 pays africains, francophones et anglophones, le Centre de développement de la région de Tensiu organise, avec le soutien de ses partenaires, la 3e édition de cette université sous le thème résilience alimentaire, sanitaire et énergétique de l'Afrique, du 20-22 octobre. Cette manifestation est organisée bien sûr en partenariat avec le Conseil de ville, l'Université Travers et le soutien aussi de la Fondation Frédéric Norman. Ils se sont excusés à la dernière minute. Le CDRT, Association reconnue d'utilité publique, depuis 2006, s'est engagé dans l'Afrique. Et à titre d'exemple, son engagement au Maroc dans un projet financé par la Banque africaine depuis 2010. Sa participation aux différents forums de la société civile africaine et l'organisation, bien sûr, de 2 universités du Grand Maghreb en 2012 et 2013, où les 5 pays du Grand Maghreb étaient présents. Malheureusement, les conditions ne se sont pas améliorées pour cette région. Et l'organisation de 2 universités africaines. Les travaux de cette édition, qui vont s'étaler sur 3 jours, conférences, plénières, communication orale, ateliers de travail, témoignages et échanges de bonnes expériences, activités culturelles aussi artistiques, reflétant la richesse et la diversité du patrimoine culturel africain, seront encadrés par une pléiade de professionnels universitaires et d'experts internationaux. Rappelons que le CDRT est membre observateur de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique depuis 2010 et membre du comité de la Banque africaine du développement représentant la société civile de l'Afrique du Nord de 2018 à 2020. Donc aujourd'hui encore, pourquoi l'intérêt de cette université? Aujourd'hui encore, on constate la fragilité de l'Afrique avec 2 événements, le Covid, et on a vu l'Afrique, il était à la remorque des continents, et la guerre aussi en Ukraine, on a vu la dépendance de l'Afrique au niveau de son alimentation, alors qu'il regorge de terres fertiles. Donc c'est un problème, et la solution va passer bien sûr par la collaboration entre Africains, car la collaboration nord-sud, voilà ses conséquences encore. On est victime des changements climatiques. Regardez juste ce qui s'est passé ces dernières années. Les inondations, la sécheresse, la désertification, alors qu'on a dit que l'Afrique ne contribue qu'à peine de 14% dans la production de CO2. Donc voilà, actuellement, pour l'énergie, pourquoi on avait choisi ces 3 thématiques? Imaginez qu'actuellement, il y a plus de 600 Africains qui n'ont pas d'électricité. Vraiment, c'est un scandale. Quand on voit l'Afrique, 600 millions d'Africains n'ont pas d'électricité. Ça, c'est le dernier rapport de la BAN. Donc, sans tarder, la thématique de l'énergie pour développer l'Afrique, la thématique de l'alimentation pour nourrir ses habitants, et la dernière thématique pour la santé. Et cette crise a montré vraiment que l'Afrique est fragile. Il doit compter essentiellement sur sa jeunesse
C'est un continent jeune et nous contribuons par cet échange, comme a dit, par la création de réseaux, par la responsabilité des Africains, car seuls les Africains peuvent développer l'Afrique. Et je vous remercie. Merci Monsieur le Président, qui est aussi un ambassadeur en Afrique, notre ambassadeur en Afrique. Alors, j'appelle la représentante du Conseil de Marrakech, Madame Saïda, pour votre mot d'ouverture. Conseil régional, Madame, si vous permettez de venir. Alors, à mi présence, alors pour inaugurer cette université, nous sommes honorés et ravis d'avoir avec nous le professeur, le politologue, le juriste, le philosophe Abdullah Sam. Nous sommes très émus par sa présence. Et qui, mieux que lui, peut nous parler de l'histoire, du mouvement de l'histoire et comment y intégrer notre continent. Alors, professeur Abdelassah avait un parcours remarquable. J'essaierai de le résumer en quelques mots. C'est un professeur des sciences politiques à l'université Mohamed V Rabat, directeur du Centre d'études de recherche en sciences sociales, fondateur de l'Association marocaine des sciences politiques, directeur de Abhat Review, chercheur principal de Policy Center for the New South. Professeur Abdelassah a été aussi membre de la commission chargée de la révision de la Constitution en juillet 2011, membre du comité scientifique du Forum mondial des droits de l'homme. Il est un ancien ministre de l'Éducation. Il gère aussi un rapport stratégique du Maroc, une publication annuelle, l'auteur de plusieurs essais et romans. Alors, sans tarder, je donne la parole à notre cher professeur pour sa conférence d'inauguration. Monsieur le doyen, Madame la représentante du Conseil régional, Monsieur de l'Université du Grand Bassin, que je connais d'ailleurs, que on avait travaillé sur la réforme de l'enseignement supérieur en 2004-2005, autour de la présidence, si vous vous rappelez de cela. Monsieur le président du CDRT, chers collègues, j'espère n'avoir oublié personne, chers collègues, heureux d'être parmi vous. Et je suis devenu un habitué de ces rencontres, des rencontres du CDRT. Et
fois définie, redéfinie, approfondie. Et je pense qu'on y apprend beaucoup. Aussi, j'ai choisi comme axe cette responsabilité qui est celle de la jeunesse, d'intégrer le continent dans le mouvement de l'histoire. C'est le titre générique que j'ai donné à cette prise de parole. Et pour ce, il me semble que beaucoup d'attentes, il y a beaucoup d'attentes autour de la jeunesse, des jeunesses au pluriel, des jeunesses africaines. Beaucoup d'attentes, beaucoup d'espérances. Et il y a toute une littérature qui s'est constituée autour de cette thématique problématique. Et il faut la prendre en charge de manière centrale. D'abord, en consultant l'abondante documentation sur le sujet, on relève les mêmes statistiques à peu près. Je ne vais pas entrer dans le détail de ces données que l'on trouve un peu partout. 60% de la population du continent a moins de 25 ans, que sur les milliards 300 000 Africains, 50% sont des jeunes, qu'il y a aujourd'hui à peu près 430 millions de jeunes dans l'ensemble du continent. Et par rapport au monde, 35% des jeunes sont africains dans le monde. 35%, avec bien sûr des variations du nord du continent jusqu'à l'Afrique australe, des variations liées au contexte de chaque pays. Que la moyenne d'âge aussi, il faut le rappeler, la moyenne d'âge est la plus forte, une moyenne en augmentation constante, et c'est la plus forte du monde, et elle est de 19,7, c'est-à-dire 20 ans. 20 ans, la moyenne d'âge est de 20 ans. Donc le continent est par excellence un continent de jeunes. Ces données que je peux démultiplier, mais je ne veux pas vous ennuyer avec ces éléments que vous pouvez trouver facilement grâce aux moyens de documentation modernes. Ces données ont un aspect ambivalent parce que cette centralité de la jeunesse s'exprime aussi par des problèmes dont le plus saillant, c'est celui de l'emploi. Le taux de chômage, effectivement, le taux de chômage est des plus importants dans le monde. Quelques 30 millions de jeunes sont chômeurs. Et de 10 à 12 millions se présentent, certains analystes, certains démographes donnent le même chiffre de 30 millions, se présentent chaque année dans le marché de l'emploi. Et le marché de l'emploi, le marché africain de l'emploi, ne peut garantir que l'accueil de quelques 3 millions de jeunes. Donc, en plus, l'informel, dans les emplois qui existent, l'informel occupe 90% de ce marché de l'emploi en Afrique. Des données, on peut continuer donc à délimiter la place, le rôle de la jeunesse à travers ces données statistiques, démographiques, touchant à plusieurs domaines. Mais ce qui attire l'attention, et
c'est mon deuxième point, ce qui attire l'attention, c'est que lorsque on se concentre sur les initiatives qui sont développées, sur les offres de grandes organisations internationales, par exemple l'ONU, il y a des passages, il y a même une session du Conseil de sécurité qui a été consacrée aux jeunes africains, avec de larges passages dans le discours du secrétaire général des Nations Unies, une campagne pour l'Afrique des jeunes, considérée, et c'est son mot, c'est le mot de M. Guterres, continent de l'espoir, en se basant sur cette idée de la centralité des jeunes. L'Union africaine a organisé nombre de rencontres de jeunes, dont une à laquelle j'ai eu l'honneur et le plaisir de participer, à Rabat. Beaucoup de programmes en faveur des jeunes, beaucoup de financement. Parfois, on a l'impression peut-être trop de financement par rapport à la réalité. Et ça touche plusieurs domaines, l'entrepreneuriat, l'emploi, avec des tas de programmes, des tas de la lutte contre la violence, l'identité sexuelle, le genre, la participation politique. Dans l'entrepreneuriat, les différents domaines sont touchés par ces offres, ces appels d'offres pour travailler, pour développer des initiatives, pour dynamiser les secteurs, l'économie agricole, l'industrie, la quatrième révolution industrielle, l'éducation, les infrastructures douces, etc. Et dans cette rubrique entrepreneuriat, l'idée de la réduction de l'inadéquation des compétences à la demande du marché du travail. Cela occupe une place importante. Et ces initiatives confirment qu'il y a une pleine conscience de la centralité de ce rôle, de cette place de la jeunesse africaine. Mais lorsqu'on parle jeunesse africaine, on a un grand nombre de défis à relever. Et je voudrais mentionner rapidement, dans le cadre du temps qui m'est imparti, rapidement les défis à relever. Je citerai quelques-uns de ces défis. Ma liste n'est pas exhaustive. Premier ensemble de défis, les conflits. Aujourd'hui, en Afrique, il y a 16 pays qui sont considérés comme en conflit. L'instabilité politique, et vous avez remarqué, nous avons tous remarqué, nous avons suivi l'actualité, le retour des coups d'État, la récente vague des coups d'État, etc. Ça, c'est un défi, évidemment, et qui pose problème à la capacité, pas simplement de la jeunesse, mais de plusieurs tranches d'âge, si je puis dire, à assumer ce rôle historique que nous souhaitons. Alors, premier ensemble. Deuxième ensemble, la question de la gouvernance, de la fragilité des institutions, l'absence d'institutions fortes. On cite souvent la question de la corruption. Et je me demande si on n'exagère pas un peu la question de la corruption. Hier, M. Hollande, à Rabat, il fait une conférence, il a parlé de 150 milliards, j'ai noté cela, 150 milliards de
partent en l'air du fait de la corruption. Quoique, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment la corruption ou bien la compétition internationale? Ça, c'est une interrogation. Troisième ensemble de défis, le terrorisme. 27 groupes qualifiés de terroristes, en tout cas utilisant la violence extrémiste, la violence politique extrémiste. 27 groupes, nous dit l'ONU, le classement de l'ONU, sont opérationnels dans le continent africain, et vous le savez, pour l'essentiel dans la zone Sahel, mais pas uniquement au Sahel. Plus le crime organisé, plus les agitations des trafiquants de drogue, plus les situations qui sont quantifiées, des situations très complexes le long des frontières. Parce que dans les conflits, par exemple, lorsqu'il y a de l'exode, les réfugiés, les camps de réfugiés, etc., c'est un terroir favorable à l'apparition de tous ces problèmes. D'ailleurs, la notion de complexe conflictuel a fait son chemin dans les relations internationales. On commence à parler de complexe conflictuel, on trouve le terrorisme, la drogue, tout ce qu'on peut imaginer dans des poches, par exemple, Burkina Faso, Niger, mais pas uniquement, ça c'est un exemple qui me vient en tête, etc. Il y a des situations de ce genre qui sont... Donc c'est d'où d'ailleurs les initiatives pour lutter contre la violence. Quatrième défi à relever, c'est les luttes générationnelles. Les luttes générationnelles, on est dans des situations variables et dans des rapports de force variables aussi selon les pays. La situation n'est pas la même au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire, qu'en Guinée, je connais mieux l'Afrique de l'Ouest, qu'au Mali, etc. Les élites traditionnelles qui ont eu le temps de s'implanter, de s'enraciner et de développer par conséquent, c'est normal, des intérêts dans le cadre de régimes plus ou moins autoritaires, eh bien, s'affrontent, c'est un schéma. Hein, c'est grossier comme dessin, mais ça reflète l'essentiel de la réalité. Les élites traditionnelles confrontées à des élites nouvelles, plus indépendantes, plus épris de démocratie et de liberté. Lorsque je me suis intéressé aux prises de parole, par exemple, du président français Macron à Ouagadougou, par exemple, c'était en 2017, puis à Dakar, puis la rencontre France-Afrique l'année dernière, mais pas simplement. Lorsque des responsables européens sont de passage, on sent monter la voix de ces nouveaux libéraux africains face aux élites traditionnelles. Et puis, comme cinquième défi à relever, la compétition internationale autour de l'Afrique, c'est-à-dire le déploiement de la Chine de longue date maintenant. Maintenant, il faudrait peut-être parler d'enracinement. De la Russie, c'est plus visible. La Russie est plus visible depuis Wagner au Mali, etc. Des USA,
qui maintenant revient en force de l'Europe, de la France, de la Turquie, etc. Un exemple peut-être, mais quelle est sa signification, quelle est son importance? Je reste prudent là-dessus, mais il mérite quand même qu'on s'y arrête. Mahmoud Dicko, au Mali, un imam, a voulu résoudre le conflit malien et la présence et la question de la présence française au Mali, qui a été sollicitée au début, mais qui a créé d'autres sentiments maintenant du côté malien, du côté de la population malienne. Eh bien, Mahmoud Dicko a réussi à faire dialoguer Azawad, les gens qui sont autour de Ayad Ghali, l'autre composante au Mali, une autre composante importante du conflit malien, et avec la manière traditionnelle, en faisant, en opérant sur la fibre tribale, il est arrivé à un accord. Et on avait l'impression que c'est résolu. Il semblait avoir résolu le problème et que ça allait se calmer. Et qu'il y avait une mobilisation des principales forces au Sahel et qu'on allait sortir de la situation de guerre civile qui prévalait. Et puis, récemment, on a entendu les discours des officiels maliens aux Nations Unies à l'occasion de l'Assemblée générale. Les plus hauts responsables du Mali, président, ministre des Affaires étrangères, etc., ont accusé la France d'avoir fait échouer le dialogue et de soutenir le terrorisme. Ce qui est quand même assez étonnant par rapport au scénario malien tel qu'on l'a vécu depuis le début. Donc tout ça, c'est des défis qui entravent l'ambiance dans laquelle la jeunesse peut avoir un rôle constructif, productif, créatif. Et je n'ai fait que citer quelques-uns. La liste pouvait être allongée. Alors, je voudrais terminer avec 3 remarques. Première remarque, le rôle de la jeunesse peut être assuré au moyen d'un engagement citoyen. La jeunesse reste politiquement et civilement relativement sous-représentée. Son rôle dans la société civile, son rôle sur la scène politique, il y a une dynamique, certes, mais après ce que nous avons vécu ces dernières années, nous restons, on sort difficilement de cette période et la société civile ne relève pas encore la tête. La jeunesse est plus éduquée, la jeunesse est plus internationale aujourd'hui, la téléphonie mobile est très répandue là où on va. Et donc, ça ne correspond pas à l'engagement citoyen. Ça, c'est ce processus d'accentuation de la formation de la citoyenneté, évidemment, est vital. Structurellement, il s'effectue, il se déploie. Mais il a besoin d'environnements plus favorables. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément,
comme je l'ai répété chaque fois, une réelle dynamique d'innovation suppose aussi l'assainissement de ces multiples niveaux, de l'ambiance, de la capacité novatrice des jeunes, les start-up, les PME, etc., qui constituent aujourd'hui 90% des entreprises. Par exemple, hein, ce niveau-là a besoin donc d'une ambiance plus favorable. L'écosystème entrepreneurial facilite nécessairement la maturation des idées et donc la libération des forces de la jeunesse. Et je terminerai par une dernière remarque. Aujourd'hui, je me suis intéressé à un professeur kényan, Ali Mozoroy, musulman, mais qui travaille aux États-Unis, qui est enseignant aux États-Unis des sciences sociales, qui avait beaucoup écrit. Et j'avais lu des textes où il dégageait sur la longue période trois tendances à l'œuvre en Afrique. La première, d'après lui, serait libérale, occidentalisée, et selon lui, selon son analyse, elle se situe dans la continuité des forces coloniales, perpétuer la domination coloniale. C'est son analyse à lui. Parce que moi, je n'exclus pas qu'il y ait des libéraux ex-nihilo, post-indépendants, indépendants de la période coloniale. Il peut y avoir des libéraux dans ces pays qui ne sont pas forcément, au contraire, qui peuvent même entrer en conflit. Bon, mais donc pour lui, il y a cette première tendance qui reste très, très active, très vivante. Deuxième tendance, comme dans beaucoup de pays dans le monde et dans d'autres continents, marxiste, soviétique, à la soviétique, avec des représentants, voire même des régimes, à des moments différents. Rappelez-vous toutes les élites formées en Union soviétique, du Mali au Sénégal, tout ce monde-là, au Maroc. Rappelez-vous la période éthiopienne, la période marxiste éthiopienne, rappelez-vous Madagascar, etc. Et d'autres exemples. Donc l'impact des idées socialistes, une tendance socialisante, plus ou moins socialiste. Et une troisième tendance qui est africaine, il faudrait que je dise panafricaine, qui croit en Afrique, en son unité, qui travaille avec des référents historiques. Modibo Keïta, Sékou Touré, et d'autres figures. Comme j'ai travaillé dans le domaine de la science politique, on avait une association africaine de sciences politiques où ces figures étaient très, très présentes, fortement présentes. Donc tous les visages du marxisme africain étaient représentés, donc du panafricanisme, du nationalisme africain était très, très présent. Et il semble aujourd'hui qu'on accuse, donc à partir de ce tableau dressé par Ali Mozoroy, le professeur kényan, parce que, à ne pas confondre avec beaucoup, lorsqu'on clique Ali Mozoroy, montre des noms d'entrepreneurs Imarati, etc. Ça n'a rien à voir. Il a donné donc cette présentation. Il semble qu'il y ait un retour de cette dernière attitude, qu'aujourd'hui, le panafricanisme
travailler avec ça. On le constate dans les assemblées générales où la plupart des pays de l'Afrique sont présents. Les assemblées, par exemple, du CODESRIA, le Conseil scientifique africain des sciences sociales, etc. On trouve. Donc voilà, trois éléments qui me semblent importants et qui sont articulés sur ce rôle central, sur cette place centrale de la jeunesse dans laquelle on investit beaucoup d'espoir. Augmenter la capacité d'innovation en travaillant sur l'environnement. 2, l'engagement citoyen, la représentation politique, c'est quand même un élément essentiel et civil, pas simplement politique, civil. Et 3e élément, cette nouvelle conscience de l'unité africaine qui porte des noms différents. On peut l'appeler coopération sud-sud. On peut être très souple dans l'identification de cette perspective. Je vous remercie pour votre attention. Merci, cher professeur, pour cette belle conférence qui cadre très bien d'abord le problème d'un point de vue statistique, démographique, puis vous avez mis le point sur les vrais défis auxquels les jeunes doivent faire face pour réussir ce rôle historique qu'on attend tous. Et enfin, nous avons bien noté vos recommandations pour y travailler. Donc, chère présence, le débat est ouvert. Donc, je vais noter la première liste d'interventions et de questions. Oui, monsieur. Oui. Donc, le schéma général de l'environnement africain, et ça, quelque part, ça nous réconforte. Cette 3e tendance panafricaine, et je dirais plus prometteuse pour l'avenir. Vu tous les défis que vous avez annoncés, qui sont Dieu merci, je dirais, à relever par rapport à cette conjoncture que la jeunesse africaine vit de manière générale. Et j'aimerais, si vous permettez, allonger avec vous un petit peu l'analyse sur ce schéma, je dirais, sur les 4 pôles de l'Afrique. Le rôle de l'Afrique du Nord, le sens dans cette situation. Et on voit quand même le modèle de l'Afrique du Sud, qui regroupe quand même une particularité. Et bien sûr, ces 2 pôles Est-Ouest africains qui, diamétralement, je dirais même sur le plan linguistique, historique, etc., pose malheureusement donc une sorte de, je dirais, de suture quand même délicate. On voit ces 4 pôles, je dirais, quelque part avec leurs particularités. Comment, à travers vos analyses, etc., et notamment notre rôle, nous, au Maroc, comment on peut se projeter par rapport à ce schéma délicat donc, de ce continent dont en réalité on ne connaît pas, on s'intéresse de plus en plus. Et là, notre réalité marocaine, la réalité, c'est qu'on ne connaît pas véritablement notre continent. Merci beaucoup. Merci, M. Chouli. Madame Elsa. Merci, madame. Je remercie le professeur Sarr pour la conférence fort intéressante et inspirante. Et bien sûr,
saisir l'occasion pour remercier également le comité d'organisation et le CNRT pour cette belle rencontre. En fait, j'ai suivi avec une grande attention les constats que vous avez présentés, les recommandations ainsi que les principaux défis ou les 5 défis que vous avez présentés. En fait, en vous écoutant, j'ai relevé 2 dilemmes. Le premier concernant le fait que vous avez évoqué l'importance de l'implication des jeunes au niveau de la vie politique, entre autres. Et en même temps, vous recommandez un modèle qui est, un modèle, quand vous parlez d'entrepreneuriat, du climat et du modèle économique qui va sauver en quelque sorte les pays africains, ça reste quand même un modèle qui a été développé, conçu, pensé par l'élite traditionnelle. Le deuxième dilemme, vous parlez de l'indépendance de l'Afrique, vous parlez du panafricanisme, et qui en fait repose sur le postulat que l'Afrique a son propre modèle, son propre identité, alors que là encore, vous proposez un modèle occidental qui est basé sur l'entreprise, l'entrepreneuriat. Ma question, est-ce que vous ne pensez pas que ce dilemme, c'est ce qui explique le fait qu'à plusieurs reprises, on partage les mêmes constats, on retrouve les mêmes constats concernant l'Afrique. Merci. Merci Madame Lezak. Monsieur Habib. Bonjour à toute l'assistance. Bonjour, c'est Anna. J'ai une liste de questions et d'interrogations, mais je vais me limiter à l'essentiel. Cette réflexion sur la jeunesse s'inscrit dans un contexte international caractérisé, pour résumer, la jeunesse africaine appelle à l'hospitalité des pays du Nord, notamment l'Europe, et la réponse de l'Europe, c'est l'hostilité. Donc on est dans une tension entre un appel de la part de la jeunesse africaine à accueillir une partie de l'Afrique en raison des liens historiques avec l'Europe coloniale, et en retour nous assistons à une grande hostilité et à un déplacement du problème en déléguant aux Africains, notamment au Maroc, à être le gendarme pour ne pas envahir l'Europe. Ça, c'est un problème. Et sous-jacente à cette problématique, le Maroc officiel a répondu à une question historique de son lien avec l'Afrique en accueillant pour déjouer les stratégies des généraux algériens convoquant le Maroc à un passé du racisme et de l'esclavage. Deuxième point important, vous avez parlé du déploiement, du passage du déploiement à l'enracinement de la Chine. Moi, je travaille avec l'équipe de la revue Horizon Maghrébin depuis une vingtaine d'années sur la question de l'Afrique en mouvement, et moi-même, j'ai 3 terrains, Ouagadougou, la Mauritanie et le Sénégal, pour la recherche sur la question spirituelle. Donc, nous discutons beaucoup la dimension du Maroc en lien avec l'Afrique sur le plan strictement économique et financier, oubliant la dimension historique. Et il y a un événement important académique qui s'est passé en 2019, c'est la création, enfin, en France, au Collège de France, une chaire sur l'histoire de l'Afrique. Et ça,
je souhaite que le CDRT un jour invite un grand spécialiste toulousain, mais qui est devenu maintenant professeur au Collège de France, et qui revisite l'Afrique pour lui donner une dimension historique enracinée sur son lien avec le Maroc. Je veux parler de François-Xavier Fauvel. Vous pouvez consulter un livre très petit, Penser l'histoire de l'Afrique. Et il traite de la question importante, puisqu'il a des travaux sur des fouilles archéologiques de Sylvie Massa en lien avec l'histoire de l'Afrique, et il pose la question que le mal africain peut être résolu par un détour sur la dimension historique, sans lien du Maroc avec l'Afrique, et il revisite à sa manière en tant qu'historien tous les travaux des historiens, des voyageurs arabes, notamment Ibn Battuta en Afrique, etc. Donc voilà des éléments importants qui nous ramènent à la situation. Le Maroc universitaire, académique, qu'est-ce qu'il a comme cadre de chercheurs intéressés directement par la question de l'histoire de l'Afrique et de l'anthropologie? Merci. Merci Monsieur Habib. Je passe la parole à Monsieur le vice-président du Grand Bassam pour son intervention. Merci, Madame. Merci, Professeur Saad. La jeunesse africaine et les pays africains ont besoin de paix, de sécurité, de stabilité pour aller vers l'avant. Aujourd'hui, ma question a trait un peu aux relations internationales et à la science politique. L'Afrique est encore dépendante du reste du monde et dépendante surtout des anciens colonisateurs. Et on voit très bien aujourd'hui qu'il y a des colonisateurs qui ne bougent pas trop. Il y en a qui sont un peu, je dirais, très actifs dans ce qui se passe en Afrique. Et je voudrais écouter votre analyse sur cet aspect-là. En particulier, je parlais de la France, parce qu'on voit les grands colonisateurs des pays africains, c'était la France, la Grande-Bretagne, un peu plus que les Portugais, les Espagnols, etc. Et donc je voudrais vous écouter sur ce point-là et surtout le volet français. Merci. La parole maintenant est à notre cher professeur pour répondre à ces interventions. Répondre, réagir. C'est des questions importantes qui demandent réflexion. Comment penser les 4 pôles? Les 4 pôles que vous avez dégagés en Afrique, c'est joli. Sont plus familiarisés avec l'Afrique de l'Ouest. Mais la mondialisation a intégré les autres ères, pas simplement les problèmes concrets, les problèmes diplomatiques concrets, relations internationales, les conflits, etc., la conflictualité, la coopération, nous ont obligés à intégrer les autres pôles. Avant, pendant très longtemps, nos relations avec l'Afrique se réduisaient aux 4 ou 5, 6 villes avec lesquelles il y a une liaison aérienne. L'Arabe, là où l'Arabe pouvait nous conduire. Mais l'Afrique est un tout. Et ça se complète, les 4 pôles se complètent. Je pense que tous ces pôles appellent l'attention. En 2012, j'étais à Madagascar pour quelques jours et on était à Tananarive, c'est là où avaient lieu nos réunions, mais on devait visiter l'université de Fuinanaro, au sud. Et entre
Marocain, c'est une ville historique. C'est là où Mohamed V avait été exilé. Alors j'ai demandé est-ce qu'on s'arrête, c'était pas prévu, on s'arrête en Tirabé pour passer une journée. Et je suis allé voir l'endroit où avait été exilé, emprisonné, acculé à la résidence surveillée, le feu souverain Mohamed V. Aucune trace, il n'y avait aucune trace. Mais un mois après ce long séjour que j'ai effectué à Madagascar, il y a eu la visite royale. Et le tout a été repris au point que ceux qui m'avaient invité m'ont écrit « Est-ce que tu étais là dans le cadre de préparation de la visite ?» Alors que c'était clair, j'étais pour la réunion. Je n'avais aucun rapport avec. Donc il y a des zones qu'on a intégrées, qui ont été intégrées pour parler du point de vue marocain. Et je crois que c'est devenu très articulé. Tout ça, c'est devenu très articulé. Et plus ce qu'on appelle les organisations régionales dans l'Union africaine, dans le cadre de l'Union africaine, maintenant c'est un tissu où les composantes sont très articulées les unes aux autres. Et ce qui se passe ici a des retombées sur le reste. Donc la projection est obligatoire, hein, pour répondre à votre question directement. On ne peut plus. L'Afrique est une, et elles se sont comme une, quelles que soient les différences, la variété des situations. Pour ce qui est des deux dilemmes, Madame Dossage, oui, il a été conçu par le modèle de l'entrepreneuriat, les modèles en cours de l'entrepreneuriat ont été conçus par les élites anciennes, les élites sur place, en place. Ils ont été conçus par mais il y a leur façon de voir, il y a le travail structurel des organisations spécialisées et il y a les acteurs, ce que ça donne sur le terrain. Aussi dire que c'est le pur produit des élites anciennes, c'est plus ample, me semble-t-il, c'est plus ample et plus compliqué. Ils ne sont pas les seuls auteurs. C'est le raisonnement qu'on peut avoir chez nous. Les élites, chez nous, il y a quand même la part, appelons-la d'innovation, la part d'innovation des acteurs concrets sur le terrain, le travail structurel des experts, des organisations internationales, des financements, etc. Ça ne peut pas être uniquement, les élites traditionnelles ne peuvent pas être les auteurs exclusifs de ce modèle. Moi, c'est ma perception des choses. Et par ailleurs, c'est vrai, l'autre dilemme, celui du panafricanisme et de l'entrepreneuriat, le panafricanisme n'est pas nécessairement socialiste ou socialisant, mais aujourd'hui, il est quand même lié au retour de l'État, à la problématique du retour de l'État. Aujourd'hui, l'État est de retour. Et toutes les idéologies que l'on rencontre, non seulement dans le continent africain, mais même dans la zone arabe, Moyen-Orient, le retour de l'État est une donnée incontournable. Et je ne vois pas de contradiction entre l'appel à l'unité, parce que les panafricains, comme les panarabes par exemple, ne sont pas nécessairement anti-entrepreneurs. Je ne sais pas si
retrouvé en Thaïlande, qu'on trouve en Chine, etc. Dans ce modèle, il y a cet aspect universel. Maintenant, quelle est l'originalité africaine, la touche africaine, ça, il faut faire des travaux de terrain, parce que j'avoue n'avoir pas fait de manière très pointue, donc je ne peux pas vraiment répondre à ça. C'est Habib, oui, l'hostilité européenne et la perception d'un Maroc qui pourrait être le gendarme de l'Europe, qui est diffusée en Europe parfois, et que le Maroc refuse. Le ministère des Affaires étrangères, de manière très claire, a affirmé en pleine crise hispano-marocaine et le bras de fer avec l'Union européenne, que le Maroc n'est pas le gendarme de l'Europe, qu'il a sa propre vision de ses rapports avec la question migratoire, sous tous les aspects. Et il y a 2 jours, Joseph Borrell, le chargé des affaires de sécurité et des relations internationales de l'Union européenne, faisait des déclarations très critiquées, où l'on relevait, on a même parlé de racisme, de colonialisme, retour du colonialisme, du racisme, etc. Monté. Les déclarations qu'il a faites, en effet, sont très expressives, à mon avis. Moi, j'avais cette impression avec Joseph Borrell depuis la crise hispano-marocaine et ce qu'il avait émis comme appréciation. Et donc, l'hostilité européenne, c'est un fait. Il n'y a pas la montée des extrêmes droites. Curieusement, ce débat qui tourne maintenant autour de la question migratoire, comme si tous les problèmes. Moi, personnellement, je n'ai jamais souffert. J'ai suivi depuis que je suis à l'université en première année, j'ai suivi les élections françaises. Lorsqu'il y avait De Gaulle, les élections de Gaulle, puis les élections Pompidou, puis après Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, puis après d'Estaing. Ça, c'est notre itinéraire. On a suivi tout ça de manière très rapprochée. Après d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, Mitterrand, etc. Jusqu'aux dernières élections. Je n'ai jamais autant souffert de ces débats, de ces discussions que cette année. C'était très dur à supporter pour un Maghrébin et un Africain, un Africain du sud-saharien, les Nord-Africains de manière générale, et tout le monde. Pour tous les Africains, c'était insupportable. Jamais ça a atteint un degré. Et apparemment, la campagne présidentielle locale, les élections locales et les élections législatives, qu'est-ce qui a précédé? Les élections législatives ou locales? Je ne me rappelle plus. En tout cas, ces 3 élections ont été très dures pour nous. La zimorisation, tout ce qu'on veut, la lépénisation de la scène politique, ça n'a jamais atteint ce stade. Donc l'hostilité, vraiment, est à son apogée. Et donc, ceci n'empêche pas de considérer qu'il y a 2 France. Il y a une France de l'hospitalité, et à côté, même en Espagne, moi j'ai toujours les 2 Espagnes. Une Espagne conservatrice, traditionnelle, fermée, ennemie historique du sud, de son flanc sud, et une Espagne plus ouverte, etc. Ça n'empêche pas qu'on puisse déceler ça. Où vraiment nos concitoyens de tous les pays du continent
binationaux ou pas, il faut vraiment leur adresser un salut. C'est un fait. C'est un fait. Moi, j'aurais pas vécu. J'ai vécu en France pendant quelques années quand je faisais mes études de 3e cycle. C'était pas. Il y avait une hostilité ici et là, mais c'était très fragmenté. Et jamais ça n'a atteint ce stade. Tout à fait d'accord sur la dimension historique. Par rapport aux anciens, monsieur le vice-président de l'Université du Grand Bassam, oui, par rapport aux anciens colonisateurs, justement, c'est ce retour du panafricanisme, du refus. Aujourd'hui, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais quotidiennement, on a des manifestations contre l'Occident en Afrique de l'Ouest, quotidiennement. La situation des élites francophones est devenue très difficile. C'est des nouvelles élites montantes qui font... Et ça, c'est une réponse à cette question. Il y a un refus, un rejet. Peut-être est-il lié à cette hostilité de l'autre côté. De ce côté-là aussi, il y a des réponses. Voilà ce que je peux dire pour le moment sur ces aspects. Je vous remercie pour ces... Merci, cher professeur. Alors, honorable assistance. Honorable assistance, la première partie de cette matinée touche à sa fin. Vous êtes cordialement invité à une pause café. Mais avant, pour immortaliser ce moment, cet échange, je vous invite à une photo du groupe tous ensemble. Donc j'invite Monsieur le Président, Madame la représentatrice du Conseil régional, Monsieur le Vice-président du Grand Bassam, Monsieur le Président du CDRT à me rejoindre pour une photo.